Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du mode A. Alors pourquoi ne pas l'avoir abordé avant? Quels sont les pièges de ce mode? Eh bien toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. Un petit aparté tout de même pour vous faire remarquer que le fond a changé, vous l'avez forcément vu. On n'utilisera plus les codes couleurs vert, rouge et noir pour le fond de la vidéo. En revanche, les vidéos seront toujours dotées de ce même code couleur. Je ferai donc une annonce en début de vidéo, comme celle-ci, pour vous donner la difficulté de la vidéo. Et bien évidemment, les vignettes des vidéos ne changeront pas. Donc vous aurez toujours le même code couleur, à part que le fond ne variera plus. En tout cas, j'en avais un petit peu marre du vert fluo. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je ne l'aborde que maintenant? Eh bien le mode A est certainement le mode semi-automatique le plus utilisé et le plus intéressant de votre molette de sélection. En effet, ce mode que l'on appelle aussi priorité à l'ouverture ou encore priorité diaph permet d'automatiser les deux autres réglages, à savoir la sensibilité et la vitesse. Pour faire simple, vous avez juste besoin de régler votre ouverture et votre appareil photo fait le reste de façon à correctement exposer vos photographies. C'est donc le mode qui vous permettra de gérer un élément important de votre créativité, à savoir la profondeur de champ. Dans beaucoup de cas et de pratiques photo, ce mode est excellent et sera très efficace, notamment en reportage au sens large du terme, par exemple en photo de rue ou en mariage, etc. Il y a tout un tas d'exemples. Mais c'est aussi un mode piège qui, contrairement à ce que certaines personnes pensent, peut s'avérer être un vrai cauchemar pour le débutant dans certaines situations. C'est pourquoi il est indispensable de bien maîtriser le mode M avant d'essayer de s'attaquer au mode A, parce qu'il faut des notions de base. J'entends par là. Si vous êtes à l'aise avec les notions de vitesse, par exemple de flou de bouger, ou au contraire figer un sujet, d'ISO, par exemple de bruit, ou d'ouverture, et donc ça implique la profondeur de champ et 2 ou 3 choses, eh bien cette vidéo est faite pour vous, pas de souci. Si en revanche vous n'êtes pas capable, en mode M, de figer une goutte qui tomberait d'une fontaine par exemple, ou d'avoir au contraire un effet laiteux, que vous n'êtes pas capable de choisir si votre sujet doit être isolé de son arrière-plan ou doit faire partie d'un ensemble plus grand, eh bien quittez tout de suite cette vidéo et reprenez la formation brute de capteur à l'épisode 4, à savoir passer en mode M. Et surtout, pratiquez le plus possible, car c'est grâce à la pratique que l'on évolue en photo. Voilà, c'est dit, on n'en parle plus. Je vais donc m'adresser à partir de maintenant aux personnes qui restent et on va parler de vitesse d'obturation et notamment aussi de mesure d'exposition. Alors comment fonctionne le mode A? Je remets ma molette de sélection en mode A. Alors moi j'ai pas de molette de sélection mais c'est une touche mode que l'on voit ici. Donc on voit bien que je suis en mode A. Je vous mets en même temps, je filme en même temps l'écran déporté de mon réflexe. Comme ça vous allez voir tous les réglages en temps réel. Donc voilà, je me mets en mode A, ça c'est fait, j'ai plus donc qu'à me préoccuper de mon diaphragme. Ici on voit que je suis sur une valeur de 4.5, donc 4.5, voilà, je peux la faire varier, et on voit que quand je fais varier mon diaphragme, ma valeur de diaph, eh bien ma valeur de vitesse va évoluer elle aussi. On voit aussi, si je limite la quantité de lumière en passant ma main devant mon optique, alors là vous voyez plus, mais vous voyez, hop, on voit que ma vitesse d'obturation va varier en temps réel. Donc notre donnée, c'est le diaph, c'est celle qu'on gérera, et en fonction de ça, l'appareil photo va gérer les deux autres paramètres, à savoir la vitesse d'obturation et la sensibilité. Les deux autres paramètres, pas vraiment. On va voir ça ensemble. Vous avez deux possibilités dans le mode A en ce qui concerne la sensibilité. Vous pouvez soit vous-même en définir la valeur pour chaque photo, soit passer en mode ISO automatique. L'intérêt du mode A, je vous le rappelle, c'est donc d'être un peu plus rapide et de se consacrer uniquement à l'ouverture. Donc je vous conseille d'être en ISO automatique, car si c'est pour régler tous les paramètres à chaque photo, on revient en mode de prise de vue manuelle et puis on n'en parle plus. Encore une fois, il ne faut pas non plus être sectaire, il y a des cas dans lesquels on aura besoin de ne pas avoir un ISO automatique, donc cela dépend de votre pratique de la photographie et de vos besoins. Mais je pense que l'intérêt de ce mode, notamment en reportage, c'est d'être en ISO automatique. D'autant que votre appareil va de toute manière faire les mêmes choix que vous. Je m'explique. En ISO automatique, sur les boîtiers récents, l'ISO choisi est systématiquement le plus bas possible en fonction de la quantité de lumière dont il dispose. C'est donc similaire au choix que vous feriez. Il le fera juste 100 fois plus vite que vous, et donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Comment ça se règle? Ici, en appuyant sur ma touche ISO, on voit que j'isole mon réglage ISO, et avec une molette, je vais pouvoir en faire varier la valeur.
Et avec l'autre molette, je vais pouvoir faire varier le mode ISO, c'est-à-dire ici passer en ISO automatique ou au contraire rester en ISO manuel. Alors possible que ça ne marche pas comme ça sur votre boîtier. Les canonistes par exemple auront souvent un menu comme cela, avec carrément une fonction ISO auto, directement accessible, comme certains Nikonistes également. Et sur certains boîtiers Nikon, il faudra se rendre dans ce menu, que l'on approfondira un petit peu plus tard. Donc vous allez dans la fonction réglage de la sensibilité, et enfin contrôle de la sensibilité automatique. Et le mode A, c'est vraiment un mode génial, parce qu'avec ça, on a toujours de bonnes photos. Hein? Mais c'est dégueulasse! Et oui, le mode A est super, car il se débrouille très bien dans la majorité des cas. Mais attention, pas toujours. Premier exemple. Je manque pas mal de lumière, et je reste sur un diaph relativement raisonnable, 5.6, disons. Je suis, on va dire, dans la configuration d'une photo de groupe, c'est un exemple parmi tant d'autres, et j'ai besoin que tous les protagonistes soient dans la zone de netteté de mon image. Je déclenche, et là, surprise, eh bien, ma photo est floue. Pourquoi? Eh bien, parce que mon appareil a décidé de passer en dessous de la fameuse règle de 1 sur la focale. Ma vitesse d'obturation n'est donc pas suffisante pour obtenir une photo correcte à main levée. Pas de panique. On peut, si on est malin, avoir un mode A bien réglé et on va dire un petit peu plus intelligent. Pour cela, on va se rendre dans le menu que j'ai cité tout à l'heure, le voici encore. Voilà, si vous êtes chez Canon, il existe des correspondances, donc voilà, selon les boîtiers, vous pouvez faire des recherches et vous trouverez. Et comme souvent, une partie d'entre vous n'aura pas accès à ces réglages parce qu'ils ne sont pas toujours dans tous les boîtiers. Dans ce menu ici, on peut demander à notre appareil photo deux choses. La première, c'est d'utiliser une valeur de vitesse minimum et de ne pas passer en dessous. Cette vitesse ne doit pas être réglée forcément en fonction de la règle que l'on a citée tout à l'heure, 1 sur la focale. Effectivement, si j'ai par exemple un 24-70 comme tout à l'heure, quand j'ai déclenché sur mon appareil, je peux penser que en me réglant sur une valeur minimum de 1/80 de seconde, je n'aurai jamais de problème. Mais je dois aller plus loin dans mon raisonnement et savoir exactement de quoi j'ai besoin. Exemple, je suis sur ce que moi j'appelle de l'humain, c'est-à-dire que vous allez photographier des gens. Je suis en reportage mariage par exemple, et par définition, les gens ne sont pas toujours immobiles. Ils bougent, ils marchent, ils se déplacent. Si je reste sur une valeur de 1/80 de seconde, je n'aurai effectivement pas de flou de bouger dû à une vitesse trop basse par rapport à une photo prise à main levée et une focale donnée. Par contre, je pourrais avoir des flous de mes sujets parce que mes sujets, ils bougent par rapport à moi, par rapport à mon appareil photo. J'ai donné des exemples, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, si je travaille sur de l'humain, ma limite sera plutôt de 1/125 de seconde. Et si j'avais à photographier autre chose, des choses qui vont plus vite, des oiseaux, une course de chevaux, une course de Formule 1 par exemple, mes contraintes seraient encore différentes. À vous donc de vous poser cette question à chaque fois que vous passerez la molette sur le mode A. Et je doute que une grande majorité d'entre vous le fassent à chaque fois. C'est pourquoi ce mode A, il peut être piégeard. La deuxième chose que l'on peut régler dans ce menu, c'est la plage ISO, ici en haut. Et je vous conseille ici d'y mettre le minimum. Alors, ça peut varier selon vos besoins, encore une fois, il faut rester ouvert d'esprit. Ici, donc, on se mettra à 100 ISO pour moi, et juste en dessous, vous avez la possibilité de régler une sensibilité maximum. Ici, on réglera donc la valeur à ne pas dépasser. Attention, dans ce mode, à ne pas mettre un ISO trop bas si vous savez que vous allez par exemple être confronté à des milieux où la lumière se fait rare. Une église, à l'intérieur, etc. Donc si vous êtes confronté à ce genre de situation, n'allez pas mettre ici 400 ISO, parce qu'il est évident que vous allez avoir des problèmes en mode A. Alors que va-t-il se passer lorsqu'on aura une valeur minimum de vitesse assez élevée et un ISO maximum qui sera atteint depuis longtemps? Notamment quand on voudra utiliser par exemple une optique pas très lumineuse, je pense au 18-55-3556 qu'on utilisera à 55 mm à un diaphragme donc minimum de 5.6, ou qu'on ait besoin tout simplement de profondeur de champ. Eh bien, votre appareil va tout simplement sous-exposer légèrement vos photographies plutôt que de passer en dessous d'une certaine valeur de vitesse. Et croyez-moi, on le bénira pour ça. Puisqu'une photo un petit peu sous-exposée, c'est pas gênant du tout si on travaille en RAW. Je vous rappelle que dans Lightroom, on a 5 IL de chaque côté pour sous-exposer ou surexposer une photo. Et on peut le faire de 2 ou 3 diaphs sans trop de problèmes, et même si on est un peu foufou, de 4 ou 5. Bon, là, on prendra des risques quand même. Il vaut mieux donc avoir une photo un peu sous-exposée, parce que ça se règle très bien en post-traitement, qu'une photo floue, qui elle, par contre, finira forcément à la poubelle. Tu peux retrouver les épisodes précédents, et aussi t'abonner.